fille. Ça se voit, non? Oui, ça se voit. Merci beaucoup. Ce petit extrait d'un film de Jean-Luc Godard, dont j'espère que vous comprendrez pourquoi tout à l'heure je l'ai passé, est dédié avec cette conférence à Patrice Delabre. Le séminaire de cette année, dans l'école d'Épineuil, et qui a été conclu pendant cette académie d'été, était consacré, au départ en tout cas l'ambition, c'était d'interpréter Nicolas Carr, le livre « Internet nous rend-il bêtes ?» publié sous le titre américain « The Shallows », avec la République de Platon et réciproquement, ou plus exactement avec le Phèdre et la République de Platon et réciproquement. C'est-à-dire réinterpréter Phèdre et Platon à partir des questions que pose Nicolas Carr sur le fait que sa pratique, je suis désolé, il y a un petit problème avec ce micro qui fait énormément de... Sa pratique de Internet et de Google le rendrait stupide ou bête. Stupid en anglais, ça se traduit par bête, c'est difficile, il n'y a pas de mot pour bête en anglais. Les questions que pose Nicolas Carr se réfèrent à des questions qui ont été ouvertes par Platon ou par Socrate dans Phèdre au 4e siècle avant Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous aurons un atelier, ce qui est une nouvelle façon de pratiquer d'ars industrialis ou de pharmacone, un atelier de prototypage organologique après cette conférence. Dans cet atelier, ce que nous essaierons de faire, c'est de reprendre les questions que je vais vous poser, que je vais vous soumettre maintenant, d'un point de vue pratique, et dans un contexte qui est l'écriture non pas alphabétique, mais numérique. Car le numérique, c'est de l'écriture. Et ça pose pas exactement les mêmes questions que l'écriture de Platon, mais toutes les questions que l'écriture posait à Platon. Et d'autres qu'elle ne posait pas. Travailler sérieusement ici à ces questions que je viens d'indiquer, lire Platon et Nicolas Carr de concert, par exemple, ça suppose d'aller plus loin, et c'est ce que nous avons fait dans le séminaire en nous rapportant à des sources de Nicolas Carr, et en particulier les travaux d'une neuropsychologue dont j'ai déjà parlé hier et avant-hier, qui est Marianne Wolf. Dans le séminaire, nous avons tenté cette année de nous pencher sur la question du cerveau, car Nicolas Carr pose à un moment donné, en s'appuyant sur Marianne Wolf, le problème de ce que l'écriture en général, au sens où Walter Hong, par exemple, dans les années 80, en a parlé aux États-Unis, le numérique aujourd'hui, au sens où dans pratiquement tous les lieux de pédopsychiatrie, on se demande ce que fait le numérique au cerveau des enfants. La question donc est comment le cerveau apparaît finalement être une surface d'écriture. Ce matin, nous avons regardé un film consacré au neuromarketing qui travaille sur cette question très activement. Il serait temps que les philosophes se mettent à bosser un peu et qu'ils ne se contentent pas de regarder travailler les cabinets de marketing, parce qu'ils travaillent. Ils travaillent pour faire des choses qui ne nous plaisent peut-être pas, mais ils travaillent. En tout cas, ici, nous voulons aussi travailler. Et quand nous demandons pourquoi philosopher, eh bien, nous voulons travailler contre la pharmacologie toxique que produit le travail du neuromarketing, par exemple, mais nous voulons aussi travailler à repenser la question du cerveau à partir des questions de Platon, et les questions de Platon à partir des questions du cerveau, le tout étant pensé à travers la rétention tertiaire. Ce qui est une manière de répondre à la deuxième question d'aujourd'hui, parce que la première c'est pourquoi philosopher, j'essaie d'y répondre là, et comment philosopher en pratiquant la rétention tertiaire. C'est pour ça qu'on aura un atelier tout à l'heure. Alors, que s'est-il passé depuis l'année dernière, où nous posions à presque à la même date la question comment philosopher aujourd'hui? Ben, nous disions après Fukushima, comme l'a dit Nancy aussi et d'autres, Michel Deguy ici présent, après Fukushima. Comment philosopher, penser
Pourquoi et comment philosopher après Fukushima? Demandions-nous l'an passé. Que s'est-il passé depuis l'an passé? Du point de vue de l'IRI, d'Ars Industrialis et de pharmacone.fr. Par exemple, à Ars Industrialis, on a publié avec Julien Gauthier, ici présent, un livre sur l'école. Et ce matin, j'avais une réunion avec le ministère de l'Éducation nationale pour parler des enjeux de ce livre, au téléphone. Il y a un mois ou deux, nous avons fait une séance au Théâtre de la Colline avec Michel Desmurget et Marcel Gauchet sur la question de l'école dans le contexte des technologies numériques et des industries culturelles. Réunion qui ne s'est pas très bien passée, on y reviendra peut-être dans la discussion, mais qui était très intéressante. Qu'est-ce qui s'est encore passé en dehors de nos petites activités d'Ars Industrialis ou de Pharmacone? Eh bien, il y a eu des élections en France. Et d'autre part, il y a eu une crise européenne qui s'est extrêmement aggravée et qui nous conduit quasiment au bord d'un gouffre. Nous ne sommes pas encore tombés. Certains se sont accrochés aux branches de la falaise, les Grecs, un peu les Espagnols et les Italiens. Et la question, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas toute l'Europe qui va sombrer? Ce n'est pas une question tout à fait fantaisiste. Il est extrêmement probable que c'est ce qui va se passer. Mais ça n'est pas sûr. Et c'est pour ça que tout le monde s'est tourné un peu vers ce que Hollande avait dit pendant les élections, il faut refuser le pacte de croissance, etc. Bon, on ne va pas commenter tout cela, mais pas seulement en France, en se disant il y a peut-être un truc qui se passe en France qui va changer, enfin, laissons tout ça de côté, ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, très très important pour moi, dont je veux parler aujourd'hui, à partir de quoi je vais introduire l'atelier d'indexation, par un long détour qui passe aussi par Charles Aznavour. Ce qui s'est passé l'année dernière, de très important à mes yeux, c'est par exemple que le 2 mai, pendant la campagne électorale, avant l'élection du président de la République française d'aujourd'hui, qui est François Hollande, un sondage a été publié par Canal+, TNS Sofres, qui montre que 37% des Français partagent les idées du Front National. Ils ne votent pas forcément pour le Front National, soit parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'euro, soit parce qu'ils n'ont pas complètement confiance dans le Front National, dans sa capacité à être un parti de gouvernement, mais ils disent « nous partageons ces idées ». 37%. Ça fait beaucoup. Ça fait qu'aujourd'hui, le Front National est le parti majoritaire en France, à la majorité relative, et de très loin devant l'UMP et le Parti Socialiste. Ne parlons pas du Parti communiste. Aujourd'hui, la France est dans une situation très paradoxale. La gauche a remporté les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales. Comme l'a dit la droite sur tous les tons, elle a tous les pouvoirs. Mais elle est minoritaire. Ce qui domine, et ce qui domine très fortement, ce sont les idées de l'extrême droite, à 37%. Même si tout le monde ne vote pas à 37% pour l'extrême droite. Dans ce contexte, la situation politique du gouvernement actuel est extraordinairement difficile, quasiment désespérée, malgré la pseudo-euphorie qu'on peut voir ici et là, chez certains qui sont peut-être tout à fait inconscients de ce qui se passe. La question est donc, pourquoi les idées du Front National dominent-elles la France aujourd'hui? Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout. Les idées du Front National dominent dans une population dont il n'est plus pris soin depuis très longtemps et qui souffre massivement d'un manque d'attention dans tous les sens du terme. Elle est négligée et comme la femme d'Aznavour, elle se néglige en retour. Face à l'incurie généralisée et au laisser-faire n'importe quoi, à tout laisser passer, aussi bien au Parti Socialiste, à l'UMP, que dans la pensée post-structuraliste et post-moderne. Je ne parle pas de tant d'autres choses bien plus affligeantes encore. Cette population se sent abandonnée, et elle l'est de fait. Ce n'est pas simplement un sentiment qu'elle a, c'est une réalité. Il n'y a pas qu'elle qui est abandonnée, nous aussi.
Et nous nous abandonnons nous-mêmes en plus. Nous avons renoncé. Nous nous laissons aller. Et Charles Aznavour nous dit de redevenir une petite fille. Pourquoi est-ce que cette population qui partage à 37% des Français les idées du Front National en est-elle là? C'est parce que les conditions de formation et d'exercice de son attention ne sont plus réunies. L'attention, c'est quelque chose que l'on forme chez les enfants, mais que l'on doit entretenir chez les adultes jusqu'à leur mort. Et d'ailleurs, l'extrême onction est une forme attentionnelle, que je ne pratique pas du tout, mais qui est une réalité, et qui est intéressante parce que dans le christianisme, elle se pratique au dernier moment. La dernière forme d'attention. Fais attention à toi, fais attention à Dieu, nous faisons attention à toi, etc. Et même une fois qu'il est mort, on l'enterre. Donc on fait encore attention à lui, à elle, quand il ou elle sont morts. L'attention, c'est la condition de la vie noétique. C'est ce qui doit être formé et c'est ce qu'on doit ensuite pouvoir exercer. On doit pouvoir exercer son attention. Aujourd'hui, la population française, et pas seulement française, mais surtout française, je dois dire, n'est plus un objet d'attention, on ne fait plus du tout attention à elle, et elle ne peut plus faire attention à elle et aux autres, dans des conditions évidentes, et en particulier la population infantile ou juvénile. N'ayant plus les moyens de se porter mutuellement attention à travers la succession des générations qui la composent, car c'est ça une population, c'est une succession de générations, n'ayant plus les moyens ni pour les adultes de former l'attention des plus jeunes, comment voulez-vous élever vos mômes quand vous êtes absolument bombardé de conneries à longueur de journée, que vous allez au supermarché, à l'école même où on dispense des tas de conneries du même genre, sans parler évidemment des réseaux sociaux, etc. On ne peut plus éduquer ses enfants dans des conditions comme ça. C'est pas possible. Mais du coup, les jeunes ne font plus attention aux adultes, et les jeunes et les adultes ne font plus attention aux vieux, qui d'ailleurs les détestent. Et réciproquement. Les générations se détestent aujourd'hui. Toutes les bêtises qu'on lit sur la génération Y sont des productions de cette détestation instigée par le marketing. Car le marketing a intérêt à cette guerre des générations. Elle l'exploite, il l'exploite. Le résultat est que cette population, massivement, depuis les petits bébés dont on ne s'occupe plus, très souvent, on ne s'en occupe plus, jusqu'aux mourants dans les hôpitaux, tous ces gens-là ont le sentiment qu'il n'y a plus d'avenir. Et donc, ils se tournent vers les bonimenteurs. Sarkozy, Le Pen, Guéant, Éric Besson, ancien secrétaire national à l'économie du Parti socialiste, passé chez M. Sarkozy. Faute d'avoir le sentiment d'exister, c'est-à-dire d'être l'objet d'attention des autres, que ce soit les autres en général ou ces autres très particuliers que sont les responsables publics, il est impossible d'être attentif aux autres, soi-même. On ne peut pas être attentif aux autres si on ne se sent pas soi-même objet d'attention. C'est une chose très élémentaire, mais très importante. On ne peut pas être attentif à ses enfants. On devient de moins en moins attentif à ses enfants, à ses proches, à ses parents, à ses concitoyens. Et ne parlons pas des étrangers, comme on les appelle. Souffrant de cette incapacité à s'occuper des siens et de soi-même, comme on voudrait pouvoir le faire, alors ce sont ceux qu'on appelle les autres qui deviennent les souffres-douleurs expiatoires du manque de soins que l'on subit. Et parmi les autres, ceux qu'on appelle eux, c'est-à-dire un groupe d'autres qui est désigné comme un bouc émissaire. Un bouc émissaire, en grec, ça se dit un pharmakos. Et je vais y revenir. On peut s'offusquer tapageusement de la domination des idées de l'extrême droite en France. On peut pousser en direction, surtout de soi-même, des cris de protestation. On peut dénoncer le score du Front National aux dernières élections comme une tache sur le visage de la démocratie. De telles réactions sont absolument vaines, mais non seulement elles sont vaines, épidermiques et irresponsables, mais elles sont extrêmement toxiques. Elles renforcent évidemment ce sentiment d'abandon. Et elles sont gravissimes parce qu'elles pratiquent ce qu'elles dénoncent, c'est-à-dire qu'elles reprochent au Front National de désigner des boucs émissaires en désignant les électeurs du Front National comme des boucs émissaires.
Alors que la cause de cette situation, c'est l'incurie de Madame Joly et de tous ces gens-là, qui ne sont pas capables de tenir un discours d'avenir à ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, je me mets dedans. Non pas que je sois sympathisant du Front National et encore moins électeur, mais moi aussi j'ai le sentiment d'être abandonné et de me laisser aller. Tout ça, ce sont les effets de ce que nous appelons ars industrialis une situation de prolétarisation généralisée. C'est-à-dire de destruction de toutes les formes de savoir, savoir-vivre, savoir-faire, savoir-penser, qui sont en fait des formes attentionnelles, des formes de l'attention. On a abandonné toutes ces formes, on considère qu'il vaut mieux les mettre dans des machines, et on a décidé que les machines, c'est le capital qui savait les faire fonctionner, donc on ne s'en occupe pas, on s'occupe des problèmes d'administration, d'aménagement du territoire, etc. Et on n'a plus de politique industrielle, on n'a plus de politique du tout, on a renoncé absolument à tout. Et on chiale parce que le Front National est à 37% de sympathie. Qu'est-ce que c'est qui a produit le Front National en France, qui n'est pas un parti fasciste? Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. C'est l'ultralibéralisme qui s'est imposé au début des années 80 en Europe, enfin en 1979 avec Margaret Thatcher, qui a été pensé pour la première fois par les philosophes, par Gilles Deleuze en 1990, qu'il appelle les sociétés de contrôle, et qui est un mouvement contre lequel personne n'a rien fait. Pas même Deleuze, il a analysé ça, mais il n'a rien fait, je ne lui reproche pas du tout, il était fatigué, il est mort peu de temps après, 5 ans après. Mais il ne s'est rien passé, tout le monde était tétanisé, absolument fasciné par ce qui se produisait, parce que ça se produisait avec une violence inouïe, une efficience incroyable, qui produisait ce que Michel Deguy appelle la mondialisation, parce que c'est ça la mondialisation dont on parle là, et ça a consisté, en quoi ça a consisté? Ça a consisté à détruire tous les systèmes de protection sociale, toutes les législations de régulation de la vie publique et des rapports entre le commerce et l'espace public. Ça a consisté à délocaliser tous les appareils de production, à dire c'est pas grave que les Chinois récupèrent les usines, on gardera les concepts, comme Nike et comme Apple. Ça a consisté à mettre les territoires en concurrence les uns avec les autres. Le Berry avec la Bourgogne, la France avec l'Allemagne, l'Europe avec l'Asie, etc., etc. Ça a donc consisté à susciter la haine entre les peuples, plutôt que la convergence des intérêts des peuples. À liquider toutes les formes de cohésion sociale, en discréditant et puis en privatisant toutes les formes d'attention publique, par exemple l'école, qui est en voie de privatisation. C'est ce qui est en train de se produire. En détruisant tous les processus de reconnaissance mutuelle, qui sont innombrables, sans lesquels ne peut pas se produire le sentiment d'exister. Les gens qui sont sympathisants du Front National ont le sentiment de ne plus exister. Comme Richard Durn, sur lequel j'avais écrit un livre il y a une dizaine d'années, qui lui est passé à l'acte et a tué un certain nombre de personnes. Le Front National, c'est une production d'une idéologie. Cette idéologie s'appelle l'ultralibéralisme. Cet ultralibéralisme a été mis en œuvre par un mouvement politique qui s'appelle la Révolution conservatrice. Jean-Marie Le Pen s'est présenté lui-même comme le représentant de la Révolution conservatrice et de Ronald Reagan. Il disait « je suis les Reagan français ». C'est pour ça que je vous dis qu'il n'est pas du tout fasciste. Les fascistes sont contre les banques et contre les systèmes de financiarisation. Le Pen s'est toujours revendiqué au contraire comme appartenant au mouvement de la Révolution conservatrice. La Révolution conservatrice a détruit tous les systèmes sociaux, et les systèmes sociaux au sens très large, le droit, l'éducation, la langue, la religion, la science, etc. Ce sont des systèmes de soins. Ce sont des systèmes par lesquels une société développe des thérapeutiques pour favoriser la positivité du pharmacone et limiter ses effets toxiques. C'est exactement comme ça que c'est décrit par Bertrand Gilles au début des Prolégomènes à l'histoire des techniques publié dans la Pléiade. Il s'agit de faire en sorte que l'individuation technologique du système technique industriel qui commence au début du XIXe siècle puisse se produire et accélérer sans détruire les systèmes sociaux. Et Bertrand Gilles montre que c'est à cause de cela que Napoléon va mettre un nouvel État en place, une nouvelle puissance publique qui va être là, fait pour faire en sorte que le système technique puisse se développer. Il apporte ce qu'on appelle alors le progrès, et en même temps que ce développement ne détruise pas les systèmes sociaux et que ce soit une négociation permanente de ce que
Bertrand Gilles appelle des processus de réajustement. Ce progrès, c'est le mot qu'emploie Bertrand Gilles, Michel Foucault, à peu près au moment où Bertrand Gilles publie ce bouquin d'ailleurs, lui donne un nom nouveau, il appelle ça la biopolitique, c'est-à-dire le soin qu'on prend des populations. Le soin intéressé, bien entendu. Tout comme un cultivateur, un berger qui élève des moutons est intéressé aux soins qu'il prend de ses moutons, parce que c'est pour les manger. Mais néanmoins, pendant qu'ils sont vivants, il s'en occupe, il fait en sorte qu'ils aient de quoi vivre, de se reproduire correctement, etc. Michel Foucault n'a pas vu, on en a beaucoup parlé dans les jours précédents, les années 80, et pour cause, il est mort. Enfin, il est mort en 84, mais il était malade, très malade. Je pense qu'il n'a pas vu du tout le déploiement des effets de la révolution conservatrice. Deleuze l'a vu, et donc il a dit, du biopouvoir, on est passé, du beau pouvoir et de la société disciplinaire, on est passé à la modulation et aux sociétés de contrôle. Nous disons, Arsène Israël, en fait, ce que décrit Deleuze, c'est ce que nous appelons un psychopouvoir. Mais nous ne sommes plus en 1990. Nous sommes en 2012. Et en 2012, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est au neuropouvoir. C'est-à-dire à quelque chose qui est encore tout à fait nouveau, dont nous avons un petit échantillon ce matin, et dont on reparlera certainement tout à l'heure rapidement, mais je ne vous en reparlerai pas longuement. Qu'est-ce qu'a produit la révolution conservatrice? En détruisant tous les dispositifs thérapeutiques que sont les systèmes sociaux, elle a détruit tous les systèmes de formation de l'attention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants ne sont plus capables de se concentrer sur quelque chose, ils ne sont plus attentifs à rien, et on les appelle des hyperactifs, des enfants qui souffrent de Attention Deficit Disorder, c'est la première pathologie pratiquement dans la jeunesse aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'eux qui souffrent de ça. Nicolas Carr dit que lui-même souffre de ça. Nicolas Carr, ce n'est pas un enfant, c'est un grand journaliste extrêmement connu aux États-Unis, chroniqueur du New York Times, qui a fait des best-sellers, qui a pignon sur rue, et qui dit, mais même moi, je ne peux plus me concentrer. Je suis court-circuité de moi-même. Je voudrais, dit-il, retrouver mon cerveau. Il me manque. Parce que Google et Internet m'ont privé de mon cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Eh bien, je pense qu'il se trompe un petit peu, Nicolas Carr. Un petit peu, dis-je, parce que le début de son analyse, pas seulement le début, son livre est absolument flamboyant. Il faut le lire. C'est vraiment un très grand livre d'un très grand journaliste, qui n'est pas seulement un journaliste, c'est un penseur, c'est un érudit d'ailleurs. Mais en même temps, il se trompe parce que, comme l'a très bien noté Alain Giffard, dans une recension qu'il a faite de ce livre sur son blog, Nicolas Carr, qui voit bien que Google ou Internet sont un pharmacone au sens de Platon, c'est-à-dire un poison qui est en même temps un remède, comme l'écriture à l'époque de Platon, eh bien il ne voit en fait qu'il ne retient que le côté négatif et toxique du pharmacone. Et du coup, il développe, comme les électeurs du Front National, une logique que j'appelle pharmacosophique. Il s'en prend au pharmacone, c'est-à-dire à la technologie, comme un pharmacos, il en fait son bouc émissaire. Je veux dire par là que, au lieu de s'en prendre à lui-même, de dire mais peut-être que je ne me sers pas bien du tout de cette technologie, ou peut-être que je ne fais pas le travail que je devrais faire en tant que journaliste du New York Times pour dire, je ne sais pas moi, à Barack Obama ou avant lui à Bush, vous devriez développer des programmes nouveaux, etc. Tout ça, et faire en sorte que ce pharmacos, on en produise une thérapeutique, c'est-à-dire qu'il devienne positif. Ce pharmacone, pardon. Eh bien, il s'en prend au pharmacone lui-même en disant c'est lui qui crée tous nos problèmes. Et donc, il fait la même chose que les électeurs du Front National, qui s'en prennent aux Roms, aux Arabes, aux Noirs, ou à je ne sais pas qui. Au lieu de prendre en charge le problème eux-mêmes, ils s'en prennent à un tiers. Il vaut mieux évidemment s'en prendre à Internet peut-être qu'aux étrangers, mais la mécanique est un petit peu la même, et c'est aussi celle de Eva Joly, qui s'en prend, elle, aux électeurs du Front National de la même manière. Ça, c'est ce que j'appelle la pharmacosophie négative. Et il n'y a pas que Alain Finkielkraut, Jean-Pierre Chevènement, et tant d'autres en réalité, tant d'autres. Et vous et moi aussi, on ne s'en rend pas compte. Parce que nous sommes tous à cran, comme on dit, nous sommes excédés, nous n'en pouvons plus de cette situation.
Donc il y a des moments où nous pétons les plombs, on s'en prend à sa femme, à ses gosses, à ses voisins, etc. De temps en temps, ça finit très mal, un coup de fusil. Et ça ne pourra pas durer longtemps comme ça, sans que ça ne finisse par exploser. La question que nous nous posons ici dans pharmacon.fr, c'est comment prendre soin des électeurs du Front National. C'est-à-dire de nous-mêmes, par la même occasion. Comment faire en sorte que ces gens-là, qui ne croient plus à rien, et il y a de quoi, passent d'une pharmacosophie négative, c'est-à-dire je m'en prends au pharmacos à une pharmacosophie positive. Qu'est-ce que je veux dire en parlant de pharmacosophie positive? Eh bien je pense, et cette idée m'est venue pendant l'école, ça sert à ça une école, ça sert à apprendre des choses. Il y a eu une intervention il y a 3 jours ici, absolument remarquable, d'un professeur d'Angleterre que j'ai rencontré à Cambridge, qui s'appelle Gerald Moore, et qui a fait tout un travail sur le sacrifice et les pratiques du pharmacos. Dans la Grèce antique, il y a de la pharmacologie négative, on s'en prend à des boucs émissaires, etc., mais il y a aussi de la pharmacologie positive, ce sont des pratiques sacrificielles, et qui ne sont pas forcément des sacrifices humains ou des moutons qu'on égorge, comme celui que Pierre nous a gentiment offert, et je le remercie encore, Pierre Fayat, le père de Caroline, qui nous a sacrifié un agneau pour cette académie d'été, et nous apprécions beaucoup ça, et tout ce qu'il a fait d'ailleurs parce que si c'est comme ça, c'est beaucoup grâce à lui cette année, et c'est un sacrifice aussi. Sacrifier, ça veut dire donner pour rien. Donner sans contrepartie. Ça a à voir avec ce que Bataille décrit comme le somptuaire, ça relève de l'économie du don. Et dans la plupart des sociétés où il y a des pratiques sacrificielles, c'est articulé sur des dieux ou des esprits ou un dieu. Après, sur des idées, la patrie par exemple, se sacrifier pour la patrie, etc. Mais sans sacrifice, pas de sublimation. Sans sublimation, pas d'idéalisation. Sans idéalisation, pas de désir. Sans désir, pas d'être humain. C'est-à-dire pas d'être civilisé. Je prends le mot civilisé en un sens vague. Disons, pas d'être qui ne soit inhumain. Qui ne serait pas inhumain. Pas d'être humain qui ne serait pas inhumain. On ne peut pas se passer du sacrifice. C'est ce que disait Gerald Moore, et il a absolument raison. Et une pharmacosophie positive, ça doit être une pharmacosophie de quels sont les sacrifices qu'il faut consentir aujourd'hui, qu'est-ce qui est sacré, autrement dit. Car le sacrifice, c'est ce qui se sacrifie à quelque chose qui est sacré, c'est-à-dire qui est intouchable. Par rapport à quoi on ne peut pas céder. Moi, je dis, par exemple, l'éducation des enfants, c'est absolument sacré. Les gens qui sacrifient l'éducation des enfants au mauvais sens du mot sacrifier, c'est-à-dire qu'ils l'abandonnent, sont des criminels. Eh bien oui, mais il y a des gens qui aujourd'hui créent les conditions pour qu'on ne puisse pas éduquer. Ce sont des criminels. Je ne dis pas qu'il faut les pendre ou les exécuter ou les envoyer dans les rizières comme à l'époque de la Révolution qu'admire tant Alain Badiou, mais je dis en revanche qu'il faut mettre une limite à ce processus. Non seulement une limite, mais un arrêt. Il faut arrêter. Et ça, c'est une manière de dire aussi au pouvoir actuel français que aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu veux que les Français t'aident, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, mettez-vous vous-même, aidez-vous vous-même. Portez un discours sacrificiel. Dites qu'il y a des choses sacrées. Par exemple, ça suffit. La façon dont Skyrock ou un certain nombre de sociétés de ce type-là détruisent l'esprit des enfants. Il faut arrêter ça. Mais ça, c'est un énoncé relativement négatif. Il faut avoir des propositions beaucoup plus positives, faire ce que nous appelons ici de la pharmacologie, et pas simplement de la pharmacosophie positive. Il faut que toutes ces technologies que nous appelons des pharmacas, les rétentions tertiaires analogiques, les rétentions tertiaires numériques, Internet, tout ça, soient mises au service d'une production positive de relations sociales. Et c'est tout à fait possible. C'est ce que nous essayons de faire à pharmacon.fr, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui essayent de le faire. Nous sommes très nombreux à essayer de faire cela. Il est temps maintenant que les pouvoirs politiques prennent en compte tous ces travaux-là, prennent en compte par exemple les analyses des gens du free software. Je pense à Thierry qui est ici,
qui a fait une conférence il y a quelques semaines aux États-Unis sur ce sujet. Peut-être qu'un jour il viendra nous en parler dans l'Académie d'été. Et tout cela, il faut se mettre à y travailler de manière responsable, en prenant soin des choses dont on parle et en prenant soin de ceux qui s'intéressent à ces choses ou de ceux qui ont besoin de ces choses. Nous n'avons pas le point de vue de Nicolas Carr. Même si nous partageons la description des symptômes, nous ne croyons pas que les causes qu'il énonce et la nature des problèmes qu'il décrit soient les mêmes que ce qu'il dit. D'une façon générale, le monde académique a tendance à s'en prendre au pharmacone pour en faire un pharmacos quand ça ne va pas. Et c'est un comportement régressif et infantile classique qui relève un peu de ces régressions infantiles que Gustave Le Bon décrivait dans la psychologie des foules et que Sigmund Freud reprenait dans sa Massenpsychologie et que ensuite Wilhelm Reich aurait dû reprendre à son compte, mais qu'il n'a pas repris à son compte dans son analyse de la psychologie fasciste. Quoi qu'il en soit, toujours ceci conduit à une pharmacosophie négative. Nous disons, Ars Industrialis, que le pharmacone est la condition de la vie technique. Quand je dis la condition, c'est au sens où la condition humaine chez Malraux, c'est ce qui fait que l'homme, c'est ce dont il ne peut pas se départir. L'homme sera toujours pris là-dedans. L'homme, c'est un être pharmacologique, c'est-à-dire technique. La technique est toujours un poison et un remède. Et du coup, l'homme, sa mission, c'est de prendre soin de cette situation pharmacologique. Quand on n'en prend pas soin, il se passe toujours, si à un moment donné on abandonne le soin du pharmacone, si on le laisse devenir toxique, autrement dit, parce que si on n'en prend pas soin, il devient nécessairement toxique, alors il y a des phénomènes pharmacosophiques qui apparaissent, c'est-à-dire il y a des boucs émissaires qui apparaissent. Le XXe siècle a été une succession de processus de ce type-là, pas pour une raison du tout hasardeuse, c'est parce que la technique et les transformations techniques n'ont pas cessé, les chocs, ce que j'appelais les états de choc, n'ont pas cessé de venir de plus en plus violemment perturber les sociétés. Et donc nous avons vu au cours du XXe siècle des catastrophes véritablement humanitaires en ce sens-là, où l'humain devient inhumain, se produire, et ça va se reproduire à la puissance 10 si nous ne faisons rien. Revenons un tout petit peu sur la révolution conservatrice. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a posé que d'abord il fallait réduire le système économique, ce que Bertrand Gilles appelle le système économique, c'est-à-dire qui est le système capitaliste de production, au système financier, à ce que Bertrand Gilles appelait le sous-système financier. Et elle a consisté à dire qu'il faut maintenant que le sous-système de production, c'est-à-dire les usines, tout ce qui, l'entrepreneuriat, soit soumis au sous-système financier. Il faut donc virer les entrepreneurs, il faut mettre à la place des managers qui travaillent pour des actionnaires. Pour pouvoir faire ça comme il faut déterritorialiser la production. C'est-à-dire qu'il faut séparer la production des intérêts des sièges sociaux. Il faut produire à certains endroits, mettre les sièges sociaux ailleurs, etc., etc. Il faut complètement déterritorialiser le système de production. À partir de là, on assèche toute la possibilité de financer les systèmes sociaux thérapeutiques dont je parlais tout à l'heure. Et on soumet ces systèmes sociaux où on ne peut plus payer de sécurité sociale, on ne peut plus payer de retraite, on ne peut plus payer d'école, on ne peut plus payer ce qu'on appelle les externalités positives, dans le langage d'ailleurs du libéralisme, on les rend inopérants. Et du coup, on retourne les populations contre la puissance publique. Parce que c'est normal que la puissance publique soit condamnée par les populations. Elle n'est pas à la hauteur de la situation. Pourquoi est-ce qu'on fait cela ? C'est parce qu'il y a une raison très précise que j'ai évoquée dans d'autres livres. En 1970, entre 1970 et 1980, disons, les penseurs, les Tories et les républicains en Angleterre et aux États-Unis font une analyse stratégique de la remontée en puissance de ce qu'on appelle les anciennes colonies ou les effets de la décolonisation, l'apparition de ce qu'on appelle les pays émergents, et ils disent ils vont devenir les producteurs. Ça n'a aucune importance, on va les accompagner, et en les accompagnant, on va créer une augmentation énorme des marges, parce qu'à cette époque-là, je vous rappelle, je ne sais pas si vous le savez, mais au début des années 70, en France en particulier, le taux de profit est complètement à plat. C'est-à-dire que le capital, son taux de profit, c'est entre 2 et
les 3% maximum. Et ça veut dire que le taux de profit est vraiment au minimum. Et vous le savez, on l'a beaucoup dit depuis la crise. Par exemple, un grand patron à l'époque gagne rarement plus de 50 fois le salaire de son ouvrier le plus mal payé. Aujourd'hui, c'est 1000 fois la différence. Ce sont des écarts énormes qui se sont produits. Pourquoi? C'est parce qu'on a réduit les externalités positives, on ne les paye plus, et donc on a augmenté la rentabilité du capital, mais en détruisant les appareils de production. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'externalités positives entretenues, les appareils de production deviennent de plus en plus problématiques. Et du coup, on crée en fait une insolvabilité économique réelle, mais on la dissimule avec des systèmes comme les subprimes, ce qui fait qu'on se dit, on prend le fric et puis on verra bien ce qui se passera après. Et ce qui se passe après, à un moment donné, c'est les subprimes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est l'effondrement économique de l'Europe, dont je donne pas cher de sa peau, mais en même temps, je suis européen, donc j'espère bien qu'elle va se redresser, et à notre minuscule échelle, nous essayons, Ars Industrialis, d'y contribuer. Qu'est-ce qui a permis la révolution conservatrice? Ce sont les psychotechnologies des rétentions tertiaires analogiques et numériques. Hier, dans un exposé, je ne sais plus qui a montré qu'au moment où la révolution conservatrice a été déclenchée, la micro-informatique est apparue. Et Viviane Forester, dans son livre de l'horreur économique, décrivait comment, effectivement, à ce moment-là, l'organisation, enfin, en 1995, l'informatique avait été un élément fondamental de la mise en place de ce modèle. Rien de cela n'a été sérieusement pensé par les post-structuralistes. D'une certaine manière, la condition postmoderne de Jean-François Lyotard décrit tout cela, mais pas du tout sous cet angle-là, ne le voit absolument pas comme cela. Et on conclut qu'il faut abandonner les grands récits, etc. Bon, c'est un mouvement inéluctable, on n'y peut rien. Il n'y a rien à faire. En anglais, there is no alternative. Mais les organisations politiques n'ont pas vu non plus, les écrivains non plus, les artistes non plus, les scientifiques non plus. Personne n'a compris ce qui se passait. Peut-être pas même ceux qui le faisaient, parce que s'ils en avaient compris les conséquences, ils ne l'auraient peut-être pas fait, parce que je ne veux pas dire que parmi ces gens-là, il n'y avait que des gens absolument sans foi ni loi. Ce que nous soutenons, nous, Ars Industrialis, c'est que tout ça résulte du fait que depuis l'origine de la philosophie, depuis Platon, jusque pratiquement à la philosophie la plus contemporaine, on n'a pas étudié la question de la rétention tertiaire qui permet les technologies de contrôle dont parle Gilles Deleuze, et qui permet les psychotechnologies et maintenant les neurotechnologies. Et c'est ça une des causes principales de la situation négativement pharmacosophique qui fait que 37% des électeurs du Front National dominent. Si les enfants aujourd'hui ont des esprits qui sont très désattentionnés, c'est parce qu'on a détruit par les rétentions tertiaires analogiques et numériques tout ce qui s'était élaboré au cours de presque 3000 ans de monothéisme et de philosophie, car on ne peut pas séparer monothéisme et philosophie dans cette affaire, d'élaboration d'une thérapeutique, d'une thérapeia, je prends un mot qu'aime bien utiliser Jean Fregnault ici présent, du rapport à l'écriture. Comment on faisait pour que l'écriture, que ce soit à travers la pratique de la Bible dans les églises, que ce soit à travers la pratique de la lecture dans les collèges, où sont allés Descartes et d'autres, ou autrement, ou que ce soit par la République des lettres au XVIIIe siècle, puis par les journaux au XIXe siècle, la Gazette rhénane par exemple, comment on faisait pour que tout cela appuyait sur des institutions thérapeutiques qui s'appelaient l'Église, l'école, mais encore beaucoup d'autres dispositifs que je ne vais pas décrire maintenant, le droit, qui est une institution thérapeutique littérale, qui marche à la lettre. Comment on fait pour que la rétention tertiaire littérale soit bonne pour le social et non pas mauvaise? Eh bien cela, on ne l'a pas fait pour les rétentions tertiaires analogiques et numériques. Personne ne s'est demandé comment on fait pour que le cinéma, la télévision et la radio soient bonnes pour l'éducation. On s'est demandé comment elles peuvent être bonnes pour le commerce. Hollywood, c'est cela. Mais on ne s'est pas demandé comment elles peuvent être bonnes pour la res publica, c'est-à-dire pour le vivre ensemble, dont parlait Franck Cormeret tout à l'heure. On ne s'est pas demandé pour l'analogique et on ne s'est pas demandé encore moins pour le numérique. Eh bien, c'est ce sur quoi nous voulons travailler. Et ça se suppose de se pencher sur le cerveau. Que fait une rétention tertiaire à un cerveau? Pour le redire, pour les personnes qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas familiers, il y a des familiers ici de ce que nous faisons, c'est ouvert
à qui veut venir aujourd'hui, cette académie, ce que nous appelons une rétention tertiaire, ars industrialis, c'est ce qui est retenu par les objets. Par exemple, quand vous passez un coup de téléphone, si vous êtes sur SFR, SFR retient votre numéro de téléphone et produit des métadonnées sur votre comportement. Si vous faites une requête sur Google, Google retient ce que vous faites. Aujourd'hui, la loi fait qu'au bout de 9 mois, normalement, ils sont censés détruire ce qu'on appelle données personnelles. Ça s'appelle la traçabilité. Mais si vous utilisez un marteau, j'aime bien montrer des outils, j'ai oublié d'en apporter un, je voulais en apporter même 2, mais je les ai oubliés. Si vous regardez un marteau, par exemple, je ne sais pas si Fred Bardon est là, oui, il est là, tiens. Bon, Fred, il ne se sert pas tant des marteaux que des burins, ou des ciseaux, plutôt. Des ciseaux à bois. Fred, qui est là, est menuisier. Un ciseau, c'est un outil pour un artisan. Et dans l'outil, il y a la trace de l'artisan. Et c'est pour ça que vous demanderez, un artisan déteste devoir travailler avec l'outil d'un autre artisan. Parce que dans son outil, il y a lui. La forme de la matrice, comme on l'appelle, c'est-à-dire du tranchant, a été faite par lui et il sait se servir du tranchant qu'il a affiné, et il sait très bien comment il l'a fait. S'il prend le ciseau d'un autre, il ne saura pas très bien. Il saura, mais pas très bien. Donc il sera handicapé. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est une rétention tertiaire. Alors, des rétentions tertiaires, il y en a qui sont les objets techniques en général. Et puis, il y en a qu'on appelle des rétentions tertiaires grammatisées, qui sont des rétentions tertiaires très particulières, qui sont apparues il y a 30 000 ans, qui sont des rétentions tertiaires qui permettent de conserver les contenus mentaux en tant que tels de ceux qui les ont produites. Par exemple, tel peintre préhistorique a vu ce bison, et aujourd'hui, 30 000 ans après, on peut voir ce bison. Là, ce sont les traces de l'imagination et de la mémoire, des contenus mentaux qui restent. Il y a 30 000 ans, ce sont les premières peintures préhistoriques. Il y a 6 000 ans à peu près, ce sont les premières traces vraiment écrites, au sens des idéogrammes. Et les idéogrammes, il y en a encore. La Chine, qui devient le grand pays industriel, c'est une société idéogrammatique toujours. Toujours. C'est dans l'idéogramme qu'elle pense, toujours. Et puis apparaissent les systèmes alphabétiques, etc., etc. Et enfin l'imprimerie. Tout ça, c'est ce dans quoi nous avons été élevés, formés. L'école, aujourd'hui, sait faire avec ça. Sauf que la société dans laquelle nous vivons n'est pas celle-là. Ce qui domine aujourd'hui comme rétention tertiaire, ce ne sont pas des rétentions tertiaires littérales. Il y a des rétentions tertiaires littérales, mais ce sont des rétentions tertiaires littérales numérisées. Alors elles se transforment en SMS, par exemple, sur les téléphones portables, comme celui-là. Elles se transforment en messages sur Internet. Elles se transforment en toutes sortes de choses. Et puis, il y a les rétentions tertiaires analogiques numérisées, c'est-à-dire des images et des sons. Et puis des rétentions tertiaires qui sont ni littérales ni analogiques, mais qui sont proprement numériques, des métadonnées, etc., qui n'existaient pas avant l'apparition du numérique, des algorithmes et toute cette technologie. Aujourd'hui, il faut prendre soin des électeurs du Front National, c'est-à-dire qu'il faut prendre soin de leurs enfants, et puis d'eux-mêmes par la même occasion, et de nous-mêmes par la même occasion. Prendre soin de ces enfants, de ses parents, et de nous par la même occasion, c'est reconstruire des formes attentionnelles avec ces formes rétentionnelles. Je parlais de la destruction de l'attention. L'attention, c'est ce qui est constitué par des rétentions et des protensions. Nous disons à Ars Industrialis qu'un cerveau noétique, ce qu'on appelle noétique depuis Aristote, c'est, disons, un cerveau intellectif qui est capable de penser, de réfléchir, et pas simplement, comme le marketing qu'on a vu ce matin, de se comporter comme un animal conditionné par des réflexes conditionnés. C'est un être qui est capable d'intérioriser des rétentions tertiaires et à travers cette intériorisation de rétentions tertiaires de produire ce que nous appelons des rétentions primaires et des rétentions secondaires, c'est-à-dire des souvenirs à lui, avec lesquels il va produire des protensions, ce que Husserl appelle des protensions, c'est-à-dire des anticipations, autrement dit des désirs. Ces désirs pouvant être des désirs de toutes sortes, des désirs au sens où très généralement on entend par désir amour, relations amoureuses, ce genre de choses, mais ça peut être aussi des désirs de la peinture, des désirs de la géométrie, des désirs du droit, tout ce qui produit des idéalités, ce que Platon appelait des idées. Et
Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu du développement de l'imagerie cérébrale, qui depuis à peu près 10 ans a absolument bouleversé la compréhension du fonctionnement du cerveau, mais alors radicalement bouleversé, dont on sait aujourd'hui qu'un cerveau noétique, c'est un cerveau où tout peut être plastifié. On sait maintenant, notamment avec les travaux de Marianne Wolf, ou de aussi Alain Prochian et d'autres, que cette plastification du cerveau se fait par l'intériorisation de rétentions tertiaires, qui peuvent être des objets techniques comme des outils, ou des pinceaux, des ciseaux, etc., qui peuvent être des rétentions tertiaires grammatisées comme l'écriture, ou comme l'informatique ou le numérique. Un cerveau noétique, c'est un cerveau qui est capable d'intérioriser des modèles rétentionnels qui vont lui permettre d'augmenter ce que Spinoza appelait sa puissance d'agir par son cerveau, en augmentant la complexité de son cerveau, de ses aires corticales. Par exemple, l'écriture alphabétique, c'est ce qui va complètement reprogrammer le comportement individuel et collectif. C'est ce qui va d'ailleurs donner naissance à la cité grecque et au royaume de Judée, c'est-à-dire aux citoyens et aux croyants en un Dieu unique, ce qui va développer des systèmes attentionnels énormes, colossaux, dont les plus grands représentants s'appellent Saint Augustin, Thomas d'Aquin, qui sont la convergence de ces choses-là, je veux dire de la Grèce et de la Judée. Mais il y a aussi des développements en Chine avec l'écriture idéogrammatique, tout aussi, d'ailleurs qui sont contemporains de cette époque exactement, à travers Confucius, etc. Il y a là aussi des thérapéias qui se développent, extrêmement impressionnantes, et qui sont toujours efficientes aujourd'hui, qui continuent à fonctionner en Chine aujourd'hui, malgré Mao, etc. Et tout cela, ça suppose, et là je fais un peu écho à ce que disait Julien Gauthier hier, des processus d'habituation, c'est-à-dire une formation de l'attention. La formation de l'attention d'un citoyen, la citoyenneté c'est une forme attentionnelle. Un citoyen c'est quelqu'un qui est capable de faire attention aux lois. D'abord d'avoir conscience des lois dans lesquelles il vit, donc d'être censé les respecter, mais aussi d'être capable de les critiquer. Ce qu'on attend d'un citoyen dans la Grèce ancienne, c'est qu'il puisse remettre en question les lois. Pour qu'il puisse les remettre en question, il faut d'abord qu'il les intériorise, et pour qu'il puisse les intérioriser, il faut d'abord qu'il intériorise l'alphabet. Et ça se prend quelques années. Ça prend à peu près 5 ans. Le processus d'habituation qui va faire qu'à un moment donné, au lieu de lire de façon volontaire, comme disait Julien hier, je ne vais même plus m'apercevoir que je mets en œuvre des mécanismes automatiques, et je ne vais même plus m'apercevoir que je lis à la limite. Parce que je suis devenu essentiellement une machine à lire et à écrire. Mon cerveau est une machine à lire et à écrire. Si je dis cela, c'est parce que c'est un point fondamental pour nous, Ars Industrialis, pour pouvoir acquérir ce que Platon appelle l'anamnésis, et dont le nom moderne s'appelle l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à penser par soi-même, il faut d'abord avoir intériorisé une hétéronomie, c'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord automatisé son fonctionnement cérébral et mental en se soumettant aveuglément, d'une certaine manière, à une discipline, qui est une discipline de transformation de son cerveau. Il faut sculpter son cerveau pour qu'il réagisse autrement. Et ce que décrivait hier Julien, je pensais beaucoup aux musiciens, d'ailleurs j'avais envie de te parler j'ai écrit un article sur Benedetti Michelangeli et sur son rapport au piano, dont je te parlerai un jour, il est aussi musicien, Julien. Mais c'était précisément cela. Aujourd'hui, nous savons que comment le cerveau peut développer, augmenter sa puissance d'agir, s'individuer, autrement dit, avec l'imagerie cérébrale, mais nous savons aussi comment il peut se désindividuer, comment il peut être court-circuité. Ce que décrit Marianne Wolf, et c'est là-dessus que s'appuie Nicolas Carr dans ses analyses, c'est comment aujourd'hui le numérique court-circuite tous ces circuits-là, désapprend à lire et à écrire, fait qu'on ne peut plus, à un moment donné, on crée des processus tels, des contre-automatismes qui font que les automatismes de conquête de l'autonomie deviennent quasiment impossibles à acquérir. Pourquoi? Parce que les institutions de programme sont attaquées par les industries de programme. Les industries de programme s'adressent au cerveau comme au cerveau d'un consommateur qui doit se soumettre à des injonctions à la consommation, tandis que les institutions de programme, c'est-à-dire l'école et l'église, toutes ces institutions thérapeutiques,
Elles sont là, au contraire, pour faire que, eh bien, au lieu de consommer bêtement et d'être pulsionnel, parce que la consommation, c'est de la pulsion, eh bien, on réfléchisse, au contraire. Avant d'acheter un truc, on réfléchit. Avant de faire ceci, en général, on réfléchit. Le résultat, j'ai écrit ça, ça a un petit peu m'a valu quelques animosités. Dans le journal Le Monde, j'ai écrit que lorsque Mohamed Merah a massacré à Toulouse des enfants juifs, il a commis un acte pulsionnel qui correspondait exactement à ce que le nouveau pouvoir du marketing fait, c'est-à-dire de supprimer tous les apprentissages de conquête de l'autonomie, de déconnecter le néocortex, de le court-circuiter pour s'adresser directement au cerveau reptilien. Dans le film que nous avons vu ce matin, on a vu comment le neuromarketing court-circuite le néocortex, parce que le néocortex réfléchit. C'est pas bon pour la consommation, la réflexion. Donc il faut le court-circuiter. Mais c'est très dangereux de développer une société comme ça. Ça fait des Richard Durn, Mohamed Merah, les mômes de Columbine qui ont massacré leurs camarades, etc., etc. Et tout ça, maintenant, il y a un consensus quasiment planétaire sur les schémas de causalité. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'en laissant faire tout cela, on va vers la catastrophe. Alors, je ne vais pas vous parler encore trop longtemps. Ce que je veux vous dire, c'est que dans les années qui viennent, nous allons beaucoup travailler sur la synaptogenèse, les neurosciences, ici, à pharmacon.fr. Mais je voudrais quand même vous dire, avant d'introduire l'atelier qui va avoir lieu maintenant, quelques mots des analyses que Frédéric Kaplan a faites, il a été cité d'ailleurs par Paolo Vignola l'autre jour, des enjeux de Google. Qu'est-ce que c'est que Google? Google est l'entreprise la plus importante du monde aujourd'hui. Absolument tout le monde se sert de Google. Si Google tombait en panne aujourd'hui, ce serait une catastrophe planétaire. Google est une grosse entreprise, 20 000 chercheurs qui travaillent, chercheurs et ingénieurs, des millions de serveurs dans des grands data centers. Je vous recommande les travaux de Christian Forêt ici présent pour décrire l'infrastructure industrielle, en quoi consiste Google, etc., etc. Mais Google, c'est avant tout une entreprise qui a mis au point des technologies de ce qu'on appelle dans le monde de l'informatique et dans les universités le traitement automatique du langage naturel, et qui a permis de développer un nouveau rapport à la langue qui crée de nouveaux processus de transindividuation. La langue, d'une façon générale, c'est notre principale forme attentionnelle. Ce que nous apprenons tous, où que l'on soit dans le monde, c'est une langue, même quand on est muet. Les muets apprennent une langue par le langage des signes autrement, mais l'être humain, le tson, logon, comme disait Aristote, il est parlant. C'est un parlant. La parole, c'est le fait d'échanger. Échanger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je parle à quelqu'un, et quand je parle à ce quelqu'un, je lui fais crédit sur la capacité qu'il va avoir à me répondre. Peut-être pas tout de suite. Par exemple, je parle à mon petit garçon Augustin, il a 5 ans et 9 mois, je lui fais crédit que pour certaines choses que je dis, il me répondra dans 20 ans. Il faut du temps pour répondre, souvent. Quoi qu'il en soit, je m'adresse à lui en posant a priori qu'il me répondra. À moi, ou à ses enfants, ou aux enfants de ses enfants, etc., etc. Peu importe quand. Parce que le circuit de la réponse peut être non seulement long, mais très long, et même il doit être infiniment long. Aussi infiniment long que l'objet d'un sacrifice est infiniment sans prix, si je puis dire, n'a pas de prix. Tout ça fait partie de la même relation. Au cours du XXe siècle, un immense processus de désymbolisation s'est produit. Parce que toute l'activité symbolique, et en particulier d'abord la parole, la pratique de la parole, a été canalisée par les industries de captation de l'attention, qui sont des industries qui, captant l'attention, la détruisent. Et en particulier ce qu'on appelle les industries culturelles. Aujourd'hui, selon une étude très documentée de l'université du Maryland, on sait qu'entre 1900, je
pas donner les chiffres trop approximatifs, mais en 15 ans, disons, je ne sais plus exactement entre quand et quand, entre en gros 1985 et 1980 et 2000 à peu près, les pratiques de discussion à l'intérieur des familles ont diminué de 60%. En 15 ans. Ça veut dire que les gens parlent 60% de moins qu'avant à l'intérieur des familles en moyenne. Marianne Wolf a montré que les enfants qui sont à l'école maternelle aux États-Unis, ce qu'on appelle kindergarten en Amérique, à 3 ans, entre les enfants qui sont gavés de télévision dans les quartiers, les ghettos, etc., et les enfants de la upper class, des avocats, des profs, etc., les enfants des classes pauvres ont entendu 36 millions de mots en moins que ceux des classes riches. 36 millions de mots en moins. Et comme elle montre par ailleurs que c'est par les mots qu'on entend que les connexions neuronales se fabriquent, pas simplement ce qu'on apprend à l'école, mais c'est le bain dans lequel on est, eh bien elle montre que inévitablement ces enfants vont à l'échec scolaire et parfois à l'extrême violence. Tout ça procède d'un processus de désymbolisation généralisée. Les milieux symboliques ont été industrialisés et on leur a appliqué des modèles industriels classiques, c'est-à-dire des producteurs d'un côté, des consommateurs de l'autre. Les producteurs envoient, les consommateurs reçoivent, mais ils ne peuvent pas renvoyer. Il y a eu un processus de désymbolisation massive. Ça a engendré ce que j'appelle le martyre de la langue. Le martyre de la langue qui va extrêmement loin. Aujourd'hui, nous ne savons plus parler. Nous parlons comme des cochons. L'autre fois, j'étais avec mon ami Romain Renucci et qui m'a gentiment fait remarquer, il ne l'a pas fait exprès d'ailleurs, du tout, qu'au lieu de dire « on fait ça », j'aurais dû dire « nous faisons cela ». Nous désapprenons à parler la langue un peu châtiée qu'on nous a apprise à l'école. Et, vous voyez, je viens de faire une faute de français, qu'on nous a apprise à l'école. Non, c'est pas vraiment une faute de français d'ailleurs, je m'y perds en fait. Je m'y perds. Non, ça, dans le cas d'espèce, ça n'est pas une faute de français. J'ai une bête noire dans la langue, c'est trop. Mon gamin me dit toujours c'est trop bon, c'est trop beau. Moi je dis toujours il n'y a rien de trop bon, il n'y a rien de trop beau. Ça n'existe pas. Trop bon, trop beau, ça n'existe pas. Il y a plusieurs boutiques qui s'appellent Trop bien ou Trop beau à Paris. J'en ai fait la liste. C'est aussi une marque. Et si vous regardez bien ce qui se passe avec trop, on a adjectivé un adverbe. C'est-à-dire qu'on détruit la structure syntaxique de la langue. Et moi, un jour où je faisais un séminaire, il y a 4 ans, je crois, au collège de philosophie, où je dénonçais ces processus, en réécoutant ce séminaire, je me suis aperçu que je faisais les fautes que je dénonçais. Parce que je suis immergé comme vous, comme nous tous, dans un milieu qui, de toute façon, à mesure que je suis baigné là-dedans, ça rentre dans mon cerveau et ça crée des nouvelles connexions. Et à un moment donné, je fais ces connexions, c'est-à-dire je les active, et à partir du moment où je les active, je les renforce, et après, c'est très difficile de les désactiver. Ça se peut, mais c'est comme de la rééducation chez le kinésithérapeute. Se rééduquer, ça s'appelle faire de la philosophie, parfois, ou bien se convertir au christianisme, dans le cas de Saint Julien l'Hospitalier, dont je vous recommande de lire la légende dans Flaubert, qui raconte cette conversion. Alors, je ne suis pas en train de plaider pour ça, moi je suis un pauvre mécréant, et je ne suis pas pour le retour à cela, même si ça ne me dérange pas du tout d'aller à l'église. J'y suis allé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, j'y ai même fait un quasi prêche ou sermon. Donc ça ne m'empêche pas, je ne dérange pas du tout d'aller parler aux fidèles et de leur parler la langue de Jésus et de me mettre à parler à la place de Jésus pour essayer de montrer au curé ce que c'est que de parler comme Jésus. Parce que le curé en question, c'est celui qui a baptisé ma fille. Et bien, je trouvais vraiment qu'il ne parlait pas du tout comme Jésus et qu'il ne parlait pas du tout une langue châtiée et encore moins la langue de Saint Julien, l'Hospitalier. Donc je suis monté à sa place, en chair, et j'ai dit, mes frères, voilà comment j'entends la parole du Christ. Voilà. En fait, je m'adressais à Elsa, parce qu'Elsa voulait être baptisée, et je lui ai dit comment, à mon avis, Jésus serait adressé à elle dans ces circonstances. Quoi qu'il en soit, nous vivons le martyre de la langue. Qu'est-ce que c'est le martyre de la langue? C'est par exemple, casse-toi pauvre con,
Ça, c'est un martyr de la langue. Elle souffre, la langue. Elle souffre terriblement. Parce que la marketisation de toutes les relations, y compris des relations politiques, fait que, eh bien, les acteurs politiques ont tendance à vouloir adopter la vulgarisation de la langue. Et je parle de Sarkozy parce que ça a frappé tout le monde, mais il n'y a pas que Sarkozy. Hein. C'est là que Mitterrand faisait la différence, d'ailleurs. Il se piquait de parler la langue de Racine, de Montaigne ou de Marguerite Duras, et ça lui a conféré une certaine noblesse, qui nous a peut-être roulé dans la farine quand même. Hein. Parce que quand on voit ce qu'il a fait au plan architectural à Épineuil avec le musée, on peut se poser des questions. Ça, c'est assez vulgaire à mon avis. Quoi qu'il en soit, question de la vulgarisation de la langue, du martyre de la langue, qui fait que moi-même qui n'arrête pas d'énoncer ça, je m'aperçois que je n'arrive plus à parler correctement. Quelques lignes de Marcel Proust. En voilà un qui parle bien, ou qui écrit bien plutôt. Marcel vient de se fâcher après Françoise. Françoise, c'est sa bonne, sa servante. Il vient de se fâcher avec Françoise parce que Françoise s'en prend à Albertine. Albertine, c'est sa maîtresse. Et Françoise se moque d'Albertine, parce que Françoise est jalouse d'Albertine. Et donc elle se moque de son petit chapeau ridicule, comme elle dit. Et donc, Marcel est fâché contre Françoise. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on fait souvent quand on est fâché. Il se venge. Elle m'a dit quelque chose de vache, je vais lui dire quelque chose de vache. Ça, c'est ce dont Jésus dit, mais non, ça ne peut pas faire ça. Il faut dire, ah, tu me fais une vacherie? Vas-y, continue. J'aime ça. Il interrompt la boucle. Et c'est grandiose. Hein. Moi, je me suis longtemps moqué de cela. Je ne m'en moque plus du tout. Je pense que c'est génial. Et que ça, j'aimerais bien parler de ça avec Jean-Luc Nancy, plutôt que de la déclosion simplement du christianisme. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu des choses sérieuses. C'est ça, le christianisme. Sinon, quoi qu'il en soit, Marcel est fâché après Françoise et il lui dit ceci, méchamment. J'adressais à Françoise ces paroles cruelles. Vous êtes excellente, lui dis-je mielleusement. Vous êtes gentille. Vous avez 1000 qualités. Mais vous en êtes au même point que le jour où vous êtes arrivé à Paris, aussi bien pour vous connaître en choses de toilette que pour bien prononcer les mots et ne pas faire de cuir. Un cuir, dans la langue de l'époque, c'était une faute de français. Faute de français. Ça, c'est ce qu'il disait, et puis, ça, c'est ce qu'il disait à l'époque où il était avec Albertine, et puis maintenant, il est en train d'écrire ce livre, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est bien longtemps après. Il a eu le temps de la réflexion, le travail qui le conduit finalement à devenir cet écrivain colossal. Et il dit maintenant, plus tard, quand il est en train, se remémorant tout cela, d'écrire Sodome et Gomorrhe, il dit « Ce reproche était particulièrement stupide. Stupide, dirait Nicolas Carr. Car ces mots français que nous sommes si fiers de prononcer exactement ne sont eux-mêmes que des cuirs, des fautes, faits par des bouches gauloises qui prononçaient de travers le latin ou le saxon, notre langue n'étant que la prononciation défectueuse de quelques autres. Le génie linguistique à l'état vivant, l'avenir et le passé du français, voilà ce qui eût dû m'intéresser dans les fautes de Françoise. Alors si je vous dis cela, c'est parce que je pense en particulier à une chronique que j'ai un jour entendue sur France Culture de M. Finkielkraut, qui s'en prenait, après le film qui s'appelle Entre les murs, qui raconte l'histoire d'un collège de Paris, à tous ces sales arabes et ces sales noirs qui parlent si mal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, faire des fautes, c'est comme le dit Proust, produire l'avenir de la langue. Il aurait peut-être dû commencer par se souvenir de cela. C'est ce qu'a enseigné Ferdinand de Saussure en linguistique. Hein. La question de la diachronie de la langue raconte ça. Les fautes d'aujourd'hui sont les règles de demain. Et en même temps, bien entendu, je ne veux pas dire que Finkielkraut avait raison, certainement pas, mais que je n'entends pas ce qui le rendait foudrage au point d'en devenir absolument stupide et de tenir le discours du Front National.
pour s'en prendre à des victimes, car ces mômes sont des victimes, bien entendu. Il y avait quelque chose qui l'excédait là-dedans. Il refusait ces fautes-là. Pourquoi? Moi aussi, je les refuse d'une certaine manière. C'est parce qu'elles ne sont pas du tout productrices d'un processus de transindividuation. Elles sont suscitées. Quand Augustin me dit c'est trop bien ou c'est trop bon, c'est toute une organisation de la transindividuation qui canalise les processus de co-individuation, qui détruit ces circuits de transindividuation par l'échange symbolique entre les personnes, par exemple entre Françoise et Marcel Proust, et qui produit finalement ce livre, et qui passe par une industrialisation de la langue. Le concept d'industrie de la langue a été produit par Sylvain Auroux il y a une vingtaine d'années, même plus, une trentaine d'années, pour décrire les conséquences qu'aurait le développement des technologies de la langue sur l'évolution de la langue. Il y a une question ici très importante, c'est comment les rétentions tertiaires permettent de créer des nouveaux types de processus de transindividuation. Aujourd'hui, ces processus de transindividuation, ça veut dire comment chacun nous individuant dans notre façon singulière, nous en arrivons par sommation à produire des règles communes de transindividuation qui font que le langage qu'on parle au XXIe siècle n'est pas celui qu'on parlait au XXe, qui n'est pas celui que parlait Montaigne, qu'on n'aurait pas compris s'il nous parlait maintenant, etc., etc. Et tout ça, c'est le devenir de la langue. C'est donc tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui choque Finkielkraut et moi-même dans ce qui se passe? Avec par exemple l'adverbe trop, la désadverbialisation et l'adjectivation de l'adverbe trop. C'est que ça s'est produit sur des plateaux de télévision. Ça se fait de manière très réfléchie. Lorsque Roman Jakobson, dans ses essais de linguistique générale, expliquait par exemple en 1960 à New York que I like Ike, c'est une procédure de captation du caractère poétique de la langue au service du marketing, mais à mon avis, ne voyait pas les conséquences de ce que ça allait produire, c'est-à-dire une destruction de la transindividuation linguistique, et un appauvrissement de la langue, un énorme appauvrissement, car aujourd'hui la langue s'appauvrit terriblement. Eh bien, on a affaire là à une industrialisation de la symbolisation qui produit de la désymbolisation. Et je terminerai vraiment sur l'histoire de Google, car Google, c'est une nouvelle époque de l'industrialisation de la langue, qui n'est plus celle des industries analogiques de la radio et de la télévision, qui a fini par conduire à ce que je décrivais à l'instant, et qui exècre Finkielkraut. Et moi, ça ne m'exècre pas, ça me fait souffrir. Et j'essaye de souffrir, pas tout à fait comme Finkielkraut, c'est-à-dire pas tout à fait comme ceux qui pensent comme le Front National, même si Finkielkraut ne veut pas l'avouer. Et se voit certainement pas dans les 37% dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que fait Google? Google a inventé quelque chose d'énorme, dont je vous disais tout à l'heure que si ça s'arrêtait de fonctionner, tout se casserait la figure. Parce que maintenant, tout le monde en a besoin. Le cabinet de Hollande a absolument besoin de Google. Il ne peut pas réagir au buzz, etc., sans Google. Moi, je m'en sers 50 fois par jour de Google, même plus parfois. Et puis je parle de Google, mais je pourrais vous parler de 36 000 autres choses. Qu'est-ce qu'a fait Google? Google a inventé une nouvelle économie que Frédéric Kaplan appelle une économie de l'expression. Et qui repose sur deux algorithmes que Kaplan analyse très précisément, donc je vous renvoie à son texte. Il est sur le site d'Ars Industrialis, il est sur le site d'Alain Giffard, il est sur Pharmacon, donc vous pouvez le trouver très facilement. Et un algorithme qui est très connu, vous en avez tous entendu parler, il s'appelle PageRank. Et c'est un algorithme qui permet, en sommant des connexions qui sont faites entre des sites, et en faisant cette sommation, c'est-à-dire ce calcul à la vitesse quasiment de la lumière, pas tout à fait à la vitesse de la lumière. Vous avez peut-être remarqué, hier quand on écoutait Alexander Wilson, qu'il y avait un certain délai entre l'image et le son, c'est parce que la transmission prend encore un peu de temps. Ce n'est pas absolument la vitesse de la lumière, mais quasiment. On peut produire avec PageRank et tout ce qui entoure, parce que cet algorithme est entouré de toutes sortes d'autres algorithmes qui permettent de l'améliorer, on peut produire finalement des processus de retrieval, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de retrouver quelque chose, quasiment dans l'instantanéité, à notre échelle. À l'échelle mathématique ou microphysique, du temps microphysique, c'est long, mais à notre échelle, c'est quasiment instantané. Et moi, très souvent aujourd'hui, mais vraiment, c'est quasiment tout le temps, j'ai un bouquin dans la bibliothèque, plutôt que d'aller le chercher alors que la bibliothèque est à 2 mètres de mon bureau, je tape sur Google, ça va beaucoup plus vite. Et je trouve les choses extrêmement vite, et en général, je trouve exactement ce que je cherche. C'est
Pas simplement que je trouve quelque chose qui ressemble à ce que je cherche. Non, je trouve ce que je cherche. Ce que reproche Nicolas Scarassa, c'est que ça produit une sérendipité, comme on l'appelle, qui n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'elle est contrôlée par un autre algorithme. Cet autre algorithme, c'est l'algorithme des AdWords, qui est un algorithme de calcul pour des annonceurs publicitaires qui vont, en faisant des calculs sur mes processus attentionnels, je suis en train de chercher telle chose et telle chose, vont me faire des propositions attentionnelles et ils vont chercher petit à petit à m'attirer vers d'autres clics et donc vont me détourner de ma lecture profonde, comme dit Alain Giffard, pour me conduire vers finalement des navigations qui me sont téléguidées, qui vont me télécommander et me robotiser de ce point de vue-là. Alors tout ça repose sur des mathématiques extrêmement importantes aujourd'hui, qui sont les mathématiques, par exemple, des chaînes de Markov, qui sont des mathématiques probabilistes, qui permettent d'aller extrêmement loin dans l'analyse des systèmes à éléments discrets. Et si je parle des systèmes à éléments discrets, c'est parce que Kaplan nous dit une chose extrêmement intéressante. Il dit, lorsque vous posez une question sur Google, et que vous désorthographiez votre question, vous ne tapez pas correctement le mot, Google corrige le mot automatiquement. Vous allez me dire, Word fait déjà ça, le logiciel Word, et en fait tous les logiciels de traitement de texte font de la correction orthographique. Mais bon, Google ne fait pas que cela. Google fait beaucoup d'autres choses, fait des propositions d'autres requêtes, etc., de mots associés. Donc il vient vous aider. Mais surtout, il corrige vos fautes d'orthographe et même vos fautes de français, ça commence à venir. Sans parler de toutes les traductions qu'il vous propose, etc. Et ça devient extraordinaire. Moi, je me retrouve très souvent la traduction automatique de Google. C'est impressionnant. Qualité maintenant de cette traduction. Incroyable. Je ne sais pas ce qu'en pense notre grand traducteur, mais c'est parfois très surprenant. Quoi qu'il en soit, ce que dit Kaplan de la limite de ce système, c'est la chose suivante, qui est passionnante, je trouve. Il dit il y a un seuil inférieur au-dessous duquel la dysorthographie des gens ferait que le système Google ne pourrait absolument plus comprendre ce qu'il voulait dire. Et donc il faut continuer à développer une connaissance de l'orthographe. Parce que si on n'a pas une connaissance de l'orthographe, le moteur de recherche ne peut plus rien pour vous. Du coup, ils ne peuvent plus gagner d'argent, beaucoup d'argent maintenant. Et donc il a besoin que l'apprentissage de l'orthographe soit maintenu. Alors ça m'a fait penser à un passage d'Adam Smith que j'avais déjà commenté, qui se trouve dans le deuxième livre de la conquête de la richesse des nations, où Adam Smith montre que la destruction de l'attention des ouvriers dans les manufactures en 1776 peut conduire à une impossibilité de faire que ces ouvriers restent des êtres civils et que finalement il faudra développer des écoles publiques. Et il dit bien des écoles publiques. Il dit il y a des choses qu'on ne peut pas commercialiser. Nous, on a pour ça des externalités positives. Elles doivent rester entre les mains d'une puissance publique, parce que si elles sont soumises à des intérêts particuliers, alors elles deviennent toxiques. Elles deviennent des pharmacas vendus par les pharmaciens sans prescription médicale. Un pharmacien qui vend son pharmacone sans prescription médicale, ça a un nom dans la police, ça s'appelle un dealer. Un des grands événements de l'année dernière, ça a été l'affaire Servier. Donc d'ailleurs, celui qui écrit des discours de François Hollande aujourd'hui a été rapporteur à l'Assemblée nationale sur l'affaire Servier. Donc on peut espérer, il s'appelle Aquilino Morel, on peut espérer qu'il sera sensible à cette question pharmacologique. Si on laisse les pharmaciens prescrire les conditions de vente des drogues, c'est une calamité. Ils deviennent inévitablement dealers. Non pas parce qu'ils sont mal intentionnés, mais aujourd'hui les pharmaciens, ce n'est pas le petit pharmacien de Vallon ou de Montluçon. Les pharmaciens, ce sont de grandes compagnies internationales qui sont dirigées par des actionnaires, c'est-à-dire des gens qui se contrefoutent du métier, ce qu'ils veulent, c'est des royalties. Si donc on ne régule pas ces choses, alors on va inévitablement vers l'intoxication généralisée. Quand je dis cela, je ne veux pas dire qu'il faut mettre un flic derrière toutes les entreprises, je ne crois pas à ça. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de flics, je crois qu'il faut des flics. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut produire des systèmes de soins. Il faut que les... Alors, pour le dire autrement, à Nicolas Carr, je dirais, je vais lui dire d'ailleurs parce qu'il vient au Centre Pompidou à la fin de cette année, je lui dirais, le problème, ce n'est pas de faire la police à Google,
c'est de faire de Google quelque chose dont on puisse se servir par une éducation nationale, par des processus de développement thérapeutique qui vont permettre de véritablement en avoir des pratiques bénéfiques et non pas maléfiques. Bénéfiques, il y en a énormément. Google est une entreprise, on en parlait par rapport à Facebook, qui produit énormément de valeur d'usage, c'est-à-dire d'utilité. Et c'est sa force d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'elle va durer. Je ne crois pas à la durabilité de Facebook, mais je crois à la durée de Google parce que Google, en plus, a accumulé une intelligence de la langue absolument inouïe. Absolument inouïe. Moi, si j'étais linguiste, je voudrais aller travailler chez Google. Maintenant, je pense qu'il y a une limite à Google. Et cette limite, c'est celle qui est énoncée dans Erasme des Copia. Pour lire, il faut écrire. C'est ce qu'avec Alain Giffard, nous avions dit d'ailleurs à la Bibliothèque nationale il y a 20 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas lire sans annoter. Par exemple, je voulais d'ailleurs vous lire des passages. Là, j'ai annoté quelques phrases, mais je ne le ferai pas, quelques phrases de Gilles Deleuze. Et quand je lis un livre, j'annote énormément. Parce que pour pouvoir comprendre ce que je lis, j'ai besoin d'inscrire ce que je comprends dans ce que je lis. C'est tout bête, vous faites tous ça, tout le monde fait ça. Tous les lecteurs qui lisent un peu sérieusement écrivent comme ça. Alors il y en a qui écrivent en faisant de la musique à côté. Debussy écrit ses notes sur Mallarmé musicalement et non pas par le texte, mais peu importe. Les vrais lecteurs, ce sont ceux qui inscrivent leur lecture. Aujourd'hui, ce que permet le numérique, c'est de faire ce que Erasme voulait faire à la Renaissance, c'est-à-dire pouvoir écrire sur les livres et intégrer sa lecture dans le texte lu. Ce dont on va parler maintenant dans l'atelier indexation, c'est de cela. Ligne de temps, c'est un logiciel qu'on a développé à l'IRI. Malheureusement, Vincent Puig, qui espérait venir, n'a pas pu venir. C'est le directeur adjoint de l'IRI qui a piloté tous ces développements. Mais il y a quelques personnes de l'IRI, notamment Raphaël Welz ici, Harry Alpine et Yukioi aussi sont à l'IRI. Nous avons développé une machine qui servait au départ à annoter des films. Et puis ensuite, elle a servi à annoter des conférences, des émissions de radio. À annoter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire énormément de choses. On peut mettre tout ce qu'on veut comme système d'annotation. Lorsque nous avons créé pharmacon.fr avec Caroline il y a 2 ans, nous avons dit, nous allons enregistrer tous les cours, tous les séminaires, et on va progressivement essayer de faire en sorte que les élèves et les étudiants de cette école annotent les cours. Pourquoi faire cela? D'abord parce que c'est un intérêt intrinsèque, c'est que s'ils sont annotés correctement, aujourd'hui sur pharmacon.fr, il doit y avoir une 50aine d'heures de cours et de séminaires, même plus, même beaucoup plus, une centaine. Si on a bien annoté tout cela, on a discrétisé le flux, alors hop, on peut faire des requêtes et d'un seul coup, on peut retrouver les 32 occurrences du mot doxa dans le cours et dans le séminaire. On peut croiser tout ça, on en fait un appareil critique. Étant donné que ce cours est consacré en plus à Platon et que l'ambition c'est d'étudier tous les dialogues de Platon les uns derrière les autres, on pourrait imaginer que petit à petit ça devienne une réédition des œuvres complètes de Platon à la façon dont on les voit et dont on les lit dans cette école de pharmacon.fr. On a voulu faire ça, mais ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché aussi bien qu'on l'aurait voulu dans l'immédiat. Josiane Mouton ici présente, Paul Wilmark, d'autres ont commencé à essayer d'utiliser ligne de temps, qui a posé des problèmes techniques, parce que ligne de temps c'est un prototype qui n'est pas développé de façon industrielle avec 20 ingénieurs en permanence pour débugger et faire évoluer le logiciel. Mais c'est pas tellement pour ça que ça n'a pas marché à mon avis, c'est parce que c'est extrêmement difficile d'indexer du flux audio comme ça, sans guidelines, sans recommandations, sans technicité. Si je souhaitais aussi qu'on fasse cela, c'est parce que indexer quoi que ce soit, un texte, un flux audio, n'importe quoi, c'est ce que certains sont en train de faire en m'écoutant et en prenant des notes d'ailleurs. Parce que quand vous prenez des notes sur ce que je suis en train de dire, vous indexez ce que je dis. Moi, je prends toujours des notes. À chaque fois que j'entends quelqu'un parler, j'indexe parce que c'est la seule façon que j'ai de concentrer mon attention. Et c'est ce qu'on apprend à tous les étudiants. En tout cas, moi, tous les ans, je commence à dire à mes étudiants, voilà, le protocole, si vous ne prenez pas de notes, vous sortez, je ne veux pas vous voir. Alors, cette question de l'indexation, c'est en fait, selon nous, la question de l'ontologie telle qu'elle se pose à l'époque de Platon. Produire des ontologies au sens où on en parle aujourd'hui dans le monde de l'informatique. Dans le monde de l'informatique, il existe ce qu'on appelle des ontologies.
Ça décrit ce qu'on appelait autrefois des Memory Organization Packets, c'est-à-dire des micro-mondes en intelligence artificielle. Alors, Bruno Bachillon, quand il était en France, un des grands spécialistes des ontologies, eh bien, il dit, voilà, les ontologies du monde médical, du dossier patient de la médecine à l'assistance publique, voilà, c'est ça les ontologies. Ça veut dire c'est ça les clés d'entrée pertinentes pour décrire ce monde de l'assistance publique, vu du côté du dossier patient, etc. etc. On peut dire que, comme Condillac disait, hein, la langue, c'est la science. Et on peut dire qu'une science, qui est ce que Husserl appelait une ontologie régionale, c'est-à-dire une ontologie du monde physique, du monde astrophysique, du monde vivant, à travers la biologie, etc., c'est une façon d'indexer soit les objets physiques minéraux en physique, soit les objets physiques vivants en biologie, etc., etc. Et le savoir constitue des mots, et les grandes écoles de savoir changent les vocabulaires. Alors, on va maintenant commencer un atelier qui va examiner ces questions à l'époque de la rétention tertiaire numérique. Car ce que je soutiens moi, c'est que, en fait, l'ontologie est apparue au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou 4e siècle plutôt, disons, avec Platon et surtout avec Aristote, dans un milieu symbolique ultra grammatisé, qui permettait de discrétiser les discours, et à partir de là de s'y poser des problèmes de catégorisation, comme ceux dont a parlé Paul Wilmark en commentant le livre Zeta de la métaphysique il y a 2 jours. Parce qu'à partir du moment où on écrit la parole, on se pose des problèmes à un moment donné de comment on écrit, on se pose donc des problèmes de comment on note, comment on la note au sens y compris de la grammaticalité, et on finit par rencontrer le problème du sujet et du prédicat, et finalement on commence à poser le problème des catégories, au sens où Aristote le posera. Harry Alpin est ici, je ne sais pas où il est, mais il travaille avec Tim Berners-Lee, qui est le patron du W3C, c'est-à-dire de l'instance mondiale de régulation du web, sur ces questions de catégorisation. Pas seulement là-dessus, mais notamment là-dessus. Aujourd'hui, avec la rétention tertiaire numérique, le problème de la catégorisation est en train de se poser tout à fait autrement. Il y a 2 grandes écoles qui dominent, il y en a d'autres, beaucoup d'autres, mais il y en a 2 grandes qui dominent et qui parfois s'affrontent, parfois travaillent ensemble. Une qui est représentée par Henri Story ici, c'est le web sémantique, qui est une approche algorithmique de catégorisation, qui, par des technologies stochastiques du type chaîne de Markov, enfin, etc., des technologies de calcul probabiliste, pense qu'il est possible d'extraire des catégorisations induites par le matériau lui-même, par le corpus lui-même. Et puis il y a une autre approche qui dit non, c'est pas par là qu'il faut produire la catégorisation, c'est par ce qu'on appelle le web social, c'est par les annotations des internautes eux-mêmes. Nous, à l'IRI, nous pensons que c'est par les deux, en fait, qu'il faut travailler, qu'il n'y a pas du tout conflit entre les deux, et il faut organiser la pénétration entre les deux. Et nous disons que l'avenir du web, des moteurs de recherche ultra puissants qui peut-être renverseront Google, ce seront des moteurs de recherche basés sur les annotations par des langages d'annotation qui sauront décrire des contenus d'une manière avec des conventions d'annotation comme celles dont rêvait Erasme à la Renaissance. Alors, ce que je vous dis là, c'est l'objet d'un projet qu'on est en train de monter avec l'IRI et Ars Industrialis et Pharmacon.fr et avec Antoine Frappier qui est ici, enfin avec Antoine Frappier, on associe Antoine Frappier et l'Université de Compiègne, parce que Antoine Frappier nous en parlera tout à l'heure, avec l'Université de Compiègne, a travaillé sur Pharmacon.fr pour produire d'autre part ce qu'on appelle des normes d'éditorialisation de ces contenus, c'est-à-dire comment éditer en format vidéo des cours de philo, mais pas pour produire des 52 minutes sur Arte ou sur France Télévisions, mais pour produire des outils de travail audiovisuels et numériques pour que les étudiants véritablement s'en servent comme de bibliothèque d'un nouveau genre. Voilà. Et c'est ça que nous appelons faire de l'organologie du savoir et développer de l'organologie générale pratique. Alors ce que je propose maintenant, c'est que tous nos amis qui ont accepté de participer à cette table ronde viennent, donc Josiane, Paul, Simon, Lincel, Lanval, Monrouzeau, Antoine Frappier, enfin, Raphaël Velt, etc. Et qu'on ouvre cet atelier qui va commencer, après cette très longue introduction que j'ai faite, par faire des restitutions d'expériences d'annotation.